Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Alors, vous m'excuserez si j'ai les yeux qui déconnent, si je me frotte les yeux ou si du moins j'ai l'air d'avoir consommé des choses qui ne sont pas légales dans la législation française. C'est juste que je m'explose la vue actuellement avec les corrections et que je vois plus rien. Voilà, sincèrement là je vois plus rien. J'ai l'impression de ressembler à une espèce de taupe qui est pas sortie de son trou depuis quelques semaines. C'est exactement ma situation actuelle. Et à Étanges Grande, je vous mets les dédicaces ici au mois de septembre, mais on a donc Hypermonde la semaine prochaine, on a Le Renard Doré qui arrive, et je vous mettrai les dates d'octobre à partir de la semaine prochaine. Petit point sur La Forêt aux Fleurs d'Or, qui est la nouvelle sortie de la maison d'édition Les Trois Nornes que je gère. C'est un album donc totalement fabriqué en France de A à Z, et ce qui est assez exceptionnel parce qu'on a très peu d'albums qui sont fabriqués en France actuellement à cause des coûts du papier, qui propose donc l'histoire de deux animaux. On va suivre une forêt un petit peu magique, on va suivre l'histoire d'une renarde à la rencontre d'un peuple qui s'appelle le peuple des cendres et l'histoire d'un ourson qui va naître avec des poils d'or. Je vous remercie déjà pour tous vos excellents retours sur la lecture. C'est écrit par H. Poindal et illustré par Rosen Grosjean dans ces magnifiques illustrations. Alors c'est vraiment un très très beau livre qui est autant destiné donc aux enfants en lecture du soir, aux enfants qui veulent pratiquer la lecture seuls. Il faut savoir qu'il y a du vocabulaire qui est défini pour tous les mots compliqués dans le texte parce que c'est un texte qui est aussi pensé pour permettre aux enfants de développer un peu leur vocabulaire, et bien sûr aux adultes comme nous, qui aimons l'illustration et les animaux ou les beaux objets livres. Donc voilà, il est au prix de 25 € sur le site internet et il sera présent sur tous les salons des Trois Nornes, et notamment au Renard Doré à Paris à la fin du mois. Si vous êtes parisien et que vous avez envie d'une petite dédicace, sachez qu'il sera disponible là-bas avec l'autrice et l'illustratrice normalement. Venons-en aux faits, venons-en aux lectures. Il y a une lecture un peu moyenne, mais c'est parce que je suis encore un peu mitigée sur la série. Voilà, c'est pas une série coup de cœur, c'est une série que je lis un peu en mode... voilà, ça passe le temps et c'est moyen mais ça va, et que c'est surtout l'univers qui est original. Un essai sur un sujet qu'on aime tous, c'est-à-dire Henry Cavill, non, sur donc The Witcher. Et enfin, un coup de cœur, du genre mon obsession du moment, voilà, et ce qui me met du baume au cœur, et on commence tout de suite. On va commencer par la lecture plutôt moyenne. En fait, c'est Entre ciel et terre, donc c'est L'Étoile ardente, ce tome 2 de Rebecca Roanors, qui est donc une trilogie, une quadrilogie, je ne sais plus, je crois que c'est une trilogie, qui a été écrite donc par une autrice qui a été déjà reconnue par de nombreux prix, et notamment pour sa première nouvelle. Et Entre terre et ciel, en fait, c'est un univers très particulier, c'est ce qui me donne envie à chaque fois de continuer l'histoire, c'est qu'on va suivre un monde où on a une géopolitique un peu complexe, on sait pas trop quelle est l'inspiration. On est entre les inspirations sud-africaines, maya et ce genre de choses, avec une fantaisie qui s'approcherait plus du Moyen-Orient. C'est une fantaisie, et ça c'est un point positif, je le dis toujours, qui est extrêmement engagée sur la représentation, notamment des personnes non-binaires dans le texte. On a beaucoup de personnes non-binaires dans la société qui est présentée, ça c'est un vrai point positif. C'est important aussi de proposer ce genre d'histoire en fantaisie, parce que je trouve qu'en imaginaire, on est un peu en retard, du moins. Ça serait intéressant un jour faire une vidéo sur comment était représentée, on va dire, l'homosexualité ou les questions de genre dans l'imaginaire, parce que ça a toujours été un peu présent. On a des personnages LGBT qui sont là depuis longtemps, mais qui étaient hyper sexualisés et pas du tout de bonne représentation. Là, ça se veut dans ce carcan-là et c'est assez sympa. C'est une histoire, en fait, où il y a deux points de vue principaux, et ce tome 2, en fait, est vraiment un tome 2 qui prépare le terreau du tome 3, c'est pour ça que je peux pas vraiment vous donner un avis complet sur la série pour l'instant. C'est que on a un jeune homme, qu'on suit au début du texte, qui a été aveuglé par des corbeaux, qui a vécu dans une sorte de secte que sa mère a gérée, qui est totalement folle alliée, et qui va sacrifier son fils à ce culte du corbeau, et ce culte du corbeau est en lutte avec un autre culte qu'on va suivre dans une île un peu particulière. On va suivre plein de pouvoirs en place, c'est une jeune femme qui va accéder un petit peu au trône de son clan, et ça va pas du tout se passer de la manière qu'elle le pense. Il y a beaucoup de complots politiques et ce genre de choses, et dans ce tome 2 c'est vraiment la rencontre de ces deux
représentants des dieux qui vont devoir s'affronter, et notamment à la suite d'un tome 1 qui a été un peu compliqué pour l'un des personnages. C'est un roman qui s'adresse notamment, je trouve, plutôt à un jeune public, parce que les personnages, à mon sens, sont assez jeunes. Voilà, ça parle de sexualité, mais de sexualité, c'est pas, comment dire, c'est pas 50 nuances de Grey, loin de là, hein. C'est plus que ça parle de l'ouverture d'esprit et ce genre de choses. Il y a un côté romance qui m'a pas trop convaincue dans celui-ci, notamment avec le mec qui parle avec les corbeaux, parce qu'il y avait toute une romance dans le premier tome où je suis en mode, on a compris, voilà, ce genre de choses, du genre de la nana qui va sauver le mec, un truc c'est inversé, ce genre, voilà. C'est vu et revu, mais bon, c'est quand même sympathique. En fait, le truc de ce récit, c'est que j'aime l'univers, j'aime l'ambiance, j'aime toute la société, comment elle est construite, les dieux et ce que ça dit. C'est hyper malaisant parfois, du genre vraiment, c'est très sanglant le culte du corbeau, par exemple. Vraiment une esthétique très particulière. Les personnages sont plutôt attachants. Je dois dire que moi, j'approche plutôt à ce personnage-ci, qui est un personnage manipulateur et qui va se faire tromper un peu par les gens qui l'entourent et qui va se devoir qui va devoir un petit peu aller de l'avant, et j'ai vraiment, je pense que c'est plutôt le personnage qui est vu un peu comme négatif dans le texte. Moi je l'aime bien, et parce qu'en fait le personnage, le mec qui représente les corbeaux, c'est un gamin qui est très très plaintif, et comme il sait rien du tout, c'était un peu chiant à suivre, mais je trouve que les personnages sont attachants, parce que je vous ai présenté ces deux là, mais bien sûr il y a d'autres personnages qui tournent autour. Il y a notamment un personnage qui vole à dos de corbeau, voilà, c'est assez classe. Mais voilà, les personnages sont plutôt travaillés au niveau de la psychologie. Ils sortent un peu des carcans, voilà, pour le coup, parce que la nana, par exemple, qui est le personnage un peu puissant du texte, c'est pas la guerrière combattante badass qu'on avait dans les fantaisies des années 80, c'est plus une stratège, et ça c'est cool, quoi. Pareil, il y a aussi des transformations de mythes dans le texte qui sont assez intéressants, comme le mythe de la sirène, qui est pas un mythe très très mis en avant, mais il y a un des personnages, clairement c'est inspiré, et c'est ça qui fait le terreau, en fait, c'est l'univers. En fait, c'est au niveau de l'histoire que je trouve pas du tout assez creusé, assez simpliste, il y a deux camps qui s'opposent, et on a deux dieux, et ça doit se combattre. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, voilà, pour le coup. Et surtout, je trouve que c'est assez lent. Voilà, les livres sont pas très gros, hein, pour le coup, c'est écrit plutôt gros, mais je trouve que c'est assez lent. Voilà, pour 25€, 400 pages écrit comme ça. Moi, j'ai besoin toujours un peu de plus, voilà. Mais bon, c'est les prix en ce moment, à cause de l'augmentation du papier et de plein d'autres facteurs de l'édition. Mais c'est vrai que cette fantaisie, ça me frustre un peu quand t'as tout qui est bien, sauf l'histoire qui est pas à la hauteur, ou du moins qui est assez simpliste et qui tombe dans des clichés narratifs du genre les romances, je les trouve assez clichés, mais c'est peut-être parce que j'ai un cœur de pierre, voilà. Mais c'est vrai que ce tome 2, si on peut le résumer, c'est vraiment la préparation de la bataille du tome 3. Voilà. C'est mettre les enjeux et ce genre de choses. Donc au niveau scénaristique, c'est très facile, trop facile à mon goût, et c'est ce qui enlève un peu le sel, mais rien que pour l'univers, si vous êtes intéressé de lire une fantaisie qui sort du carcan médiévaliste traditionnel européen, c'est assez chouette, sachant qu'ici, c'est totalement un univers qui est créé de A à Z, c'est pas du tout un univers qui se revendique être d'inspiration de tel ou tel pays. Là, c'est un peu un melting pot, et c'est ce qui en fait le sel, et moi, j'aime beaucoup l'esthétique vestimentaire, l'esthétique des personnages, voilà. C'est un livre qui a de la représentation. Ça commence à arriver en imaginaire, notamment en adulte, donc voilà, si vous êtes à la recherche de ce genre de lecture, vous pourrez sûrement le trouver là-dedans, mais ne vous attendez pas à une lecture complexe au niveau de l'histoire. Voilà, si vous aimez la fantaisie plutôt simple, avec des choses assez clichés, ce genre de choses, c'est pas du tout un reproche, chacun ses goûts, et de temps en temps, moi j'aime bien aussi, parce que ça me repose un peu l'esprit. J'aime ce genre de fantaisie un peu papa, voilà. Mais là, dans un univers qui est aussi engagé, aussi original et tout, on s'attendrait à un récit aussi original, tu vois. C'est à une trame narrative qui sort de ça. Ensuite, je vais vous présenter ce merveilleux livre. Il est extrêmement beau, voilà. C'est donc The Witcher, un monde de légende chez Brajlon. Alors, je dois dire que le prix de celui-ci, alors je vous le dis tout de suite, hein, parce que je sais que les prix en ce moment, ça en titille certains. Vraiment, autant des gens où parfois c'est justifié, où il y a des prix. Des fois, on se dit qu'il faudrait donner les livres gratuitement. Quand on entend certaines personnes, ces deux livres sont à 25€. Voilà, ils font... Celui-ci fait 300 pages, celui-ci il en fait quasiment 400.
Je vais vous dire que ce livre, en fait, n'est pas si cher que ça et vous allez pas comprendre pourquoi. Mais d'une, le travail d'illustration, l'illustrateur qui a travaillé sur cette couverture, c'est Julien Delval, c'est un grand illustrateur. Donc voilà. Et surtout, c'est un essai. Donc il faut savoir que les essais, c'est toujours plus cher parce que je crois que les droits d'auteur ne fonctionnent pas de la même manière et surtout, c'est pas le même travail qui est demandé d'écrire un essai que d'écrire un roman. Donc en général, les essais sont toujours plus chers. Moi, c'est voilà, c'est un peu une frustration pour moi, mais c'est tout à fait compréhensible. Vous allez dans tout ce qui est non-fiction, c'est toujours plus cher en général. Même en fonction du format et ce genre de choses. Je préférais le dire avant qu'on crie au haro sur le baudet. Donc, ici, The Witcher, ma passion. Donc, c'est écrit par Justine Breton. C'est un essai sur une question un peu originale vis-à-vis du Witcher, mais surtout sur The Witcher, et c'est pas un texte qui est encore vraiment étudié. J'ai l'espoir, comme ça a été le cas avec Game of Thrones, que le fait que ça soit un univers transmédia, donc c'est-à-dire un univers qui est adapté sur plusieurs médias différents, et c'est vrai que là, The Witcher, c'est un vrai univers transmédia, parce qu'on a eu les jeux vidéo, le livre, le jeu vidéo, et la série, il y a eu aussi une autre série avant, série film, donc voilà, il y a la musique, donc il en fait que quand c'est transmédia, on a un lot de chercheurs un peu plus large qui peut travailler sur la question. Ce qui était toujours un peu étonnant avec The Witcher, dans le sens que Andrzej, je vais l'appeler par son petit nom, a le goût dans ses romans de vraiment mettre de la matière, on va dire, mythologique, de la légende, du conte, de la matière historique. On pourrait se dire que c'est quand même un livre où il y a de la recherche qui peut être faite. Ici, on a un axe assez intéressant, et moi je l'ai un peu pris en mode c'est Julien Delval, c'est The Witcher, dans le deuil d'Henri Cavill, tout va me satisfaire, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est le genre d'essai où je me suis dit j'ai appris des trucs, et il y a des fois, tu vois, il y a des choses où je lis où je me dis c'est un peu facile, du genre c'est un peu lisible dès la première lecture. Là je trouve qu'il y a un vrai travail. Ça va prendre l'axe d'étudier The Witcher avec le concept de légende, c'est-à-dire on va avoir une première partie, on va étudier par exemple la légende The Witcher, parce qu'il faut savoir, alors, c'est pas du spoil, mais dans l'univers The Witcher, dans les romans, l'histoire de Ciri, de Geralt et de Yennefer est vue par les générations suivantes, et même quasiment par les générations qui vivent à leur époque, comme une sorte de légende, faut dire ce qui est. Donc on a ce concept-ci, et en fait on va aller du plus petit au plus grand, c'est-à-dire qu'on va partir de la rumeur. Dans le premier, j'ai adoré ce chapitre, sur la rumeur et prophétie, le bruit qui court. Ensuite, on a le concept de réputation, et enfin le concept de légende et comment construire sa légende. En fait, ça peut paraître un peu bizarre la façon dont c'est fait, mais je trouve que ça parle énormément du Witcher, parce que au-delà de ça, c'est que l'autrice va de ce fait parler aussi un peu des légendes qui ont inspiré ça, mais c'est un concept qui est hyper important dans le livre et que l'auteur a vraiment travaillé. C'est-à-dire que le concept de rumeur, le concept de réputation, le concept de légende et de conte, c'est inhérent à tous les personnages, c'est travaillé différemment de tous les personnages, et surtout ça axe le récit d'une certaine manière, et ça dit des choses du récit d'une certaine manière, et c'est ce que ça m'a vraiment vraiment plu. Et le livre va étudier ça aussi avec le concept de transmédia, c'est-à-dire en quoi le transmédia a permis au Witcher lui-même, alors c'est un peu trospectif, mais de devenir un peu une légende, et surtout en comment ça sert en fait l'univers de The Witcher, et comment par exemple la rumeur est traitée en fonction de la série, ou en fonction du jeu vidéo, ou en fonction du livre, parce que les trois ce sont des super différents. Il y a aussi une autre adaptation du Witcher, une adaptation polonaise qu'il faut que je regarde, mais c'est assez différent, voilà, c'est assez différent, et faut dire ce qui est, je tiens à le rappeler, hein, parce que parfois du genre les livres sont la matière de base, donc vraiment c'est ce qui fait foi dans l'univers de The Witcher. Il y a une adaptation en jeu vidéo, et il y a une adaptation en série. Donc par exemple l'adaptation en jeu vidéo, il y a Geralt par exemple qui... il y a plein de joueurs qui préfèrent que Geralt finisse avec Triss. Parce qu'en fait quand tu lis le livre, c'est l'histoire d'amour de Yennefer et Geralt, en fait, il n'y a pas d'autre choix. Donc voilà, c'est des choses qui sont transmédia, et donc bien sûr qu'il y a d'autres interprétations. Et c'est assez chouette de l'étudier comme ça, parce que ça permet un peu d'ouvrir le champ. Moi j'ai adoré ma lecture. J'ai trouvé... la seule frustration que j'ai eue, comme d'habitude, c'est qu'il y a des moments j'avais envie de fouiller les choses, j'avais envie d'aller dans des concepts plus poussés, ce genre de choses. C'est un livre qui est clairement orienté pour le grand public, pour la personne qui, de l'adolescent qui lit The Witcher ou jeu vidéo, aux
personne qui, par exemple, fait des grandes études ou des chercheurs dans la matière, voilà. C'est accessible à tous, voilà. C'est un essai qui ne se veut pas difficile, qui ne se veut pas hermétique, qui se veut pas trop compliqué, c'est vraiment de la matière autour de ça, et je trouve ça intéressant, même si ça peut être un peu frustrant pour les gens qui, un peu comme moi, aiment bien qu'on pousse les concepts au bout. Là, c'est pour te permettre, en fait, toi-même aussi, je trouve, d'avoir une réaction sur ta lecture ou sur les jeux vidéo ou la série, de se dire « Ah ouais, avec ce concept-là, je peux avoir ça ». Donc ça, c'est cool. C'est aussi un essai qui est assez intéressant, qui est dans la critique aussi, et ça m'a fait rire parce qu'à un moment, l'autrice dit qu'il y a des joueurs du jeu vidéo, il y a des joueurs, il me semble, des jeux vidéo qui se plaignent et des gens de la série aussi, qui se plaignent que l'histoire s'oriente plus sur Ciri. Genre vraiment, vous verriez le nombre de commentaires qu'il y a sur la série The Witcher à cause de ça, en disant oui, on voit moins Geralt, c'est Ciri. The Witcher, c'est l'histoire de Ciri en fait. Les 2 premiers tomes, c'est des nouvelles, mais sinon, c'est le personnage principal, c'est pas Geralt. Et donc voilà, il y a des petites piques comme ça parfois qui sont assez succulentes, si je peux me permettre. Mais vraiment, pour le coup, c'est assez intéressant, et notamment, en plus The Witcher, c'est une... Comment dire, au niveau transmédia, c'est un transmédia un peu particulier parce qu'il est passé du jeu vidéo au cinéma. Et en général, quand tu prends par exemple Game of Thrones, ça a été plutôt la série, et ensuite il y a eu des adaptations en jeu vidéo et ce genre de choses. Le Seigneur des Anneaux, ça a été pareil. Donc c'est un transmédia qui a été différent. C'est une façon... Il a conquis son public de manière assez différente. Il y a eu aussi beaucoup de problèmes avec les jeux vidéo pour les gens qui ne le savent pas, mais... l'auteur s'est fait un peu entuber, voilà, sur ses droits, mais bon, il avait signé les papiers. Donc voilà. Et c'est un livre qui est un peu, comment dire, dans la nouvelle, parce que je vous le dis, pour ceux qui ne l'ont pas vu, a priori, le Andrzej vient nous dire qu'il y a un nouveau livre The Witcher qui va sortir, sachant que je crois que ça fait plus de 10 ans que le dernier est sorti, donc voilà, qu'on allait avoir une suite. Ce qui est pas plus mal, parce que la fin du dernier tome est un peu en queue de poisson, voilà, du moins c'est une fin ouverte, en espérant qu'il fait pas ça que pour le bise, même si on sait bien que le mec s'est fait entuber sur les jeux vidéo, et même si je pense qu'il touche des beaux droits avec la série télé, un petit livre, ça fait du bien à tout le monde. Donc voilà, l'objet est très bien, et je trouve que c'est un essai qui est vraiment accessible à tous. Si vous aimez le Witcher, si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur l'univers, un peu plus sur l'histoire de ce livre, de sa réception, du multimédia, je vous le conseille. Sincèrement, ça vaut le coup, et il y a beaucoup de références ensuite à la fin, voilà, sur des livres que vous pouvez vous procurer si vous voulez un petit peu approfondir. Après, il y a beaucoup de références en anglais, mais la fantasy, malheureusement en France, ça reste quand même un sujet assez peu abordé, parce que les universités sont assez chiantes avec ça pour la plupart. Ensuite, et enfin, je vais vous présenter mon coup de cœur. C'est-à-dire, c'est ma nouvelle passion, et pourtant, en fait, là, je crois qu'en fait, ça a touché un peu ma corde sensible, ou du moins, je suis pas très objective dans ma lecture, et c'est peut-être que ça m'a fait du bien de pas être objective et de me dire, profite, essaye de passer du bon temps et pas de voir forcément des défauts. C'est un coup de cœur, même si il y a des défauts à ce livre, je dois le dire. C'est Agatha Raisin avec La quiche fatale. Alors, le livre, je l'ai prêté. Voilà, donc j'ai déjà lu les 3 premiers tomes. Agatha Raisin, c'est du cozy mystery, c'est ma nouvelle passion dans la vie. C'est ce qui me fait tenir, et c'est surtout qu'en ce moment, j'ai énormément de difficultés à lire à cause des corrections, et donc c'est vraiment très facile à lire. Agatha Raisin, c'est un best-seller, hein. Je vous le présente, mais j'ai l'impression que tout le monde connaît Agatha Raisin. Il y a eu une adaptation qui a été diffusée sur France 3. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une vibe Barnaby. Et moi, j'aime Barnabouille, donc voilà. C'est l'histoire d'Agatha. Agatha, c'est une londonienne de 50 ans qui a fait carrière dans la publicité, qui a construit une société qui s'est vachement développée, qui gagne beaucoup d'argent, et qui à 50 ans s'est dit « Wesh, j'arrête. » Voilà. Genre, elle a envie de profiter de la vie, elle a suffisamment d'argent pour ça, elle part. Un peu le rêve de tout le monde sur cette terre. Et elle se dit qu'elle va rejoindre les Cotswolds, qu'elle avait visité, je crois, en vacances quand elle était plus jeune. Les Cotswolds, alors faut mettre du contexte à ce texte, parce que c'est pour ça aussi que j'ai aimé. C'est une région qui se situe au-dessus de Bath. C'est une région assez
assez friqué. C'est-à-dire que vraiment, Agatha, elle a 1 million de livres dans sa banque pour acheter un cottage. Je sais pas pour déconner, hein, c'est minimum 1 million là-bas. Et c'est surtout une région où on a des villages qui sont encore très très anciens, en pierre un peu jaune, connus pour ses pubs, pour sa décoration, pour ses grands écrivains, c'est-à-dire que Béatrix Potter, par exemple, y a vécu et ce genre de choses. Voilà, c'est très Jane Austen dans la façon dont ça fait, très Dark Academia aussi. Et c'est une région qui est plutôt riche de l'Angleterre. Et donc Agatha part du jour au lendemain, fait appel à des designers pour complètement refaire son petit cottage. Et une fois arrivée là-bas, déception fatale pour elle, c'est-à-dire que les gens voient d'un très mauvais œil les nouveaux arrivants. C'est un peu nous les Normands face aux Parisiens qui viennent acheter nos maisons. Et voilà, c'est le concept du fait que les gens de la ville viennent acheter à la campagne et donc ils sont pas forcément toujours là, c'est des gens qui sont assez différents d'eux. Et Londres, c'est comme Paris, il y a une partie des Londoniens qui sont un peu pédants et donc c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas forcément. Et c'est des petits villages où les cottages en fait à l'époque, c'est moins le cas maintenant avec la crise, mais se donner d'héritier en héritier. Il n'y avait pas tellement de turnover, tu sais, au niveau des ventes. Il faut savoir que les Cotswolds, c'est là où les grandes stars de cinéma ont des maisons, c'est là où la royauté a des maisons aussi, je crois. Et donc, elle arrive là-bas et personne ne la calcule. Voilà. Personne ne la calcule et Agatha, elle vit ça très très mal parce elle part d'une vie londonienne où ça bougeait beaucoup personne me calcule et je passe ma journée dans mon côté que j'aime me faire chier. Et elle va décider de participer à un événement qui est donc, parce qu'on est en Angleterre, un concours de tourtes. Voilà. Un concours de tartes et de tourtes. Et pour ce faire, elle va tricher parce qu'Agatha, c'est un sacré personnage. Elle va acheter une quiche à Londres d'un mec qui est maître quichier, si je peux me dire, ça n'existe pas. Et elle va postuler, sauf que le mec qui teste la tarte va être empoisonné. Et donc, Agatha est accusée et elle va essayer d'enquêter. Agatha Raisin, c'est donc des enquêtes, mais des enquêtes toujours un peu chillax, même si le tome 3, la mort est horrible du personnage, mais c'est l'histoire d'une quinquagénaire qui n'a pas envie de vieillir et qui va se confronter à chercher toujours un peu d'adrénaline dans des enquêtes parce que elle a un peu du mal à s'adapter à son nouvel environnement. Elle est amoureuse de son voisin, Monsieur Lassé, voilà, ancien militaire, et voilà, je vais pas vous en dire plus. J'ai adoré parce que ça se passe dans les Cotswolds. Voilà, c'est simple, pourquoi chercher midi à 14h ? En fait, les villages où c'est situé, c'est des choses que j'ai visitées. Genre, je me vois dedans. Quand je lis, je me vois dedans. Donc j'ai trouvé ça très sympa. C'est de la cozy mystery, donc c'est très drôle, c'est dans l'humour anglais, et genre vraiment, il faut aimer ce genre d'humour, mais moi j'adore. Il y a des moments où je me suis tapé des barres, par exemple, je vous le prends, c'est dans le tome 2, ils vont interroger la personne à qui appartient le lieu où il y a eu le meurtre. C'est une espèce de vieux baron. Et il voit Agatha, et la seule chose qu'il pense en la voyant, parce qu'elle est décrite comme une petite femme brune avec des yeux d'ours, comme une militante anti-chasse, et il essaye de la chasser. Et surtout, ils vont se faire passer avec Lassé pour des représentants d'une association qui s'appelle Children for Free, je crois c'est ça, qui est une association assez connue c'est un peu les pièges jaunes, voilà l'équivalent chez nous. Et en fait le gars leur sort du genre je ne suis pas intéressé, les enfants il y en a déjà trop sur cette terre, merci. Donc c'est assez sanglant, c'est assez cinglant, il y a des personnages qui sont horribles mais drôles, attachants, il y a une vraie communauté et ce qui est trop bien dans cette série-ci c'est que en fait, les personnages que tu suis, voilà, donc t'as la femme de ménage d'Agatha, t'as la femme du pasteur, tu vas avoir d'autres personnages, en fait, tu les suis le long du récit, et donc ça te crée un véritable petit monde, t'as l'impression de vivre avec eux, voilà, vraiment, et ça, c'est très très chouette, et il y a vraiment des scènes qui sont à mourir de rire, les enquêtes sont sympas. Le seul bémol que j'ai dans cette série, alors le personnage d'Agatha, on aime ou on n'aime pas, mais vraiment c'est un personnage loufoque. Voilà, c'est un personnage loufoque qui tombe amoureux de chaque homme séduisant qu'elle voit et qui s'emporte un peu trop, qui veut toujours s'habiller très chic, mais qui voilà, se reproche beaucoup de choses. Et donc il y a deux choses, c'est-à-dire que le livre, mais on est dans la tête d'Agatha, parfois peut être pas forcément très ouvert sur certaines questions.
notamment vis-à-vis du poids, où Agatha est obsédée par son poids, mais en fait elle a ces réflexions-là parce qu'elle-même est dans ce cheminement-là. Il y a un moment, tu vois, qu'elle évolue un petit peu. Pareil, il y a des moments où je me suis dit, il y a un personnage, un policier qui est d'origine asiatique, et par exemple, souvent c'est dit, tu vois, c'est souvent souligné, en fait, tu vois dans le texte qu'après, dès qu'il y a un acte de racisme envers ce policier, elle va réagir et tout. Donc tu vois un petit peu, en fait, t'es dans sa tête, donc forcément qu'elle a des préjugés et tout, mais c'est pas raciste pour autant, franchement, dans la lecture. Et ça, et surtout, c'est au début, alors ça va mieux, mais c'était la romance dans le texte. Vous savez que je suis pas une grande romantique, et donc avoir une femme de 50 ans qui se pavane devant le moindre homme qu'elle croise, c'était un peu lourd, du genre son obsession pour Lacey, à un moment j'ai trouvé on a compris. Surtout que Lacey, c'est un personnage qui est vachement intéressant, et qui est beau gosse, qui s'est jamais marié, mais genre qui fuit un peu les femmes qui lui courent après. Donc voilà, mais il y a ce côté où parfois elle est un peu plaintive, un peu trop romantique, mais ça c'est parce que comme on la suit elle, on est dans sa tête. Je trouve que ça s'améliore dès le tome 3, donc vraiment c'est au début, voilà, c'est pour tracer un peu la caricature, hein. C'est un personnage qui est très caricatural, et même les autres persos, ils sont vraiment représentants de quelque chose, voilà, de particulier, mais en même temps ils sont tout en nuances, et vraiment j'ai adoré, et les 2 autres que j'ai lus, j'ai beaucoup aimé aussi, et je vous le conseille parce que chaque tome va aborder une question particulière. Dans le premier, c'est la question de la cuisine avec les quiches. Dans le deuxième, c'est le milieu vétérinaire. Dans le troisième, c'est le milieu du jardinage, par exemple. Et donc voilà, ça change à chaque fois. Et c'est vrai que le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est qu'il y a déjà 3 morts, mais vu qu'il y a 3 romans, dans un périmètre de 100 km. Donc à tous les coups, les Cotswolds, c'est pas non plus une région hyper peuplée. Donc à tous les coups, on va perdre la moitié de la population sur place, mais c'est très très chouette, ça bouge pas mal, et c'est aussi assez cinglant, assez critique. Parfois ça peut choquer un peu la façon dont c'est dit, mais je pense que c'est fait, hein, c'est l'humour anglais. Hein. L'humour anglais a pas encore trop de censure, genre les gens sont capables de rire de pas mal de choses, et en même temps ils le font dans le but de dénoncer parfois les gens qui le font de façon malhonnête. Voilà, je sais pas si j'étais très claire, mais voilà, ça a été une très très bonne lecture, et c'est ma nouvelle passion, la Cozy Mystery. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu de la Cozy Mystery, si vous m'en recommandez. Je sais qu'il y a les détectives du Yorkshire par exemple que j'ai noté, mais je pense que je vais plus me pencher là-dessus parce que j'adore ça. Mais parce que j'adore Barnaby aussi. Voilà, j'adore ça, j'ai grandi avec ça, et que voilà, c'est mon âme de vieille personne qui est en moi, qui aime ce genre de choses du dimanche soir sur France 3, voilà. Et sur le coup, ça m'a énormément plu, et j'aimerais bien savoir si vous avez aimé, si vous avez des recommandations. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.